Donc, Patricia, on arrive à toi. Merci donc d'être là ce midi pour nous parler des réalités autochtones 101, comme tu l'as intitulé pour ton titre. Pourquoi et comment inclure les perspectives autochtones dans la formation entre autres universitaire pour ce midi, mais ça nous touche à la fois comme formateur de futurs enseignants, par exemple, de futurs orthopédagogues, futurs psychoéducateurs, futurs conseillers d'orientation, futurs gestionnaires scolaires, mais ça peut nous aider aussi si on est dans les milieux pour mieux accompagner les Autochtones qui seraient dans nos environnements immédiats. Donc, Patriciane, je vais te laisser la parole. Guillaume, aimerais-tu dire un mot de considération technique avant le démarrage? Ou non, je pense, Patriciane, si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux me le dire. Je vais jeter un œil au clavardage, puis peut-être faire de la gestion de micro-besoins, mais sinon, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le clavardage, je devrais être en mesure de vous répondre. Très bien. Merci, Guillaume. Alors, Patriciane Blanchette, bienvenue et on te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vraiment, premièrement, beaucoup de gratitude de vous voir tous et de voir l'intérêt que soulève cette rencontre aujourd'hui. C'est ambitieux comme mandat, ce que Martin vient de dire que la présentation d'aujourd'hui pourrait faire. Là, je pense que c'est un début qui assurément va se poursuivre. Donc, tel qu'il a été mentionné, là, je suis nouvellement conseillère en pédagogie autochtone, vraiment dans une posture d'allié, d'humilité culturelle. Je marche dans un chemin avec les premiers peuples, je dirais, depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a de l'ascendance autochtone du côté de ma lignée paternelle, des nations Innu et Wolastoqiyik Malécite, mais je ne suis pas statuée et je me présente vraiment comme une alliée qui a vraiment à cœur la rencontre, je dirais, le développement de relations pour faire avancer la cause et la sensibilité autour des réalités, des perspectives autochtones. Je tiens à remercier les personnes des organisations autochtones qui sont présentes ici aujourd'hui. J'espère que ça va représenter et vous pourrez vraiment intervenir au niveau des questions aussi après. Il se peut aussi que je vous sollicite et n'hésitez pas à lever la main si vous voulez ajouter des compléments d'information. Donc, je pourrais partager tout de suite ma petite présentation qui devrait durer environ 35 minutes, tel que l'a mentionné Martin. Ça ne devrait pas être très long. Tout le monde voit bien? Super. Alors, aujourd'hui, à titre de conseillère en pédagogie autochtone de la Faculté d'éducation de l'UDS, il me fait grand plaisir d'animer ce midi rencontre intitulé, là j'ai enlevé le Réalité autochtone 101, mais ça le demeure, peut-être qu'on aura un 102. Pourquoi et comment inclure les perspectives autochtones en éducation? Vous voyez aussi que j'ai élargi à éducation de façon à être plus englobante dans la proposition et que ça puisse rejoindre plus de personnes. Je tiens à mentionner que l'atelier qui est offert aujourd'hui, c'est une initiative du comité Moa-Mamou. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est un comité facultaire qui œuvre depuis 2019 à la sensibilisation de la communauté facultaire ainsi qu'à l'inclusion des perspectives autochtones dans la formation en enseignement. Ce comité-là, il est composé de membres des organisations autochtones qui sont représentées ici, le Conseil en éducation des Premières Nations, le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, l'institution CUNA, qui est le cégep autochtone à Odanak ici, et la commission scolaire Kativik. Il y a également des professeurs, des professionnels et des étudiants de plusieurs départements de la faculté d'éducation qui sont impliqués. Également, nos démarches s'inscrivent dans le projet Perspectives, Savoir et Réalité des Premiers Peuples qui est chapeauté par la professeure Annie Pilote à l'Université Laval, mais qui est une concertation interuniversitaire avec l'Université du Québec à Trois-Rivières aussi, qui est soutenue financièrement par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Donc, vous aurez compris, j'agis donc aujourd'hui comme porte-parole du comité Moa-Mamou que j'espère représenter adéquatement. À la fin de la présentation, il y a la liste de toutes les personnes impliquées dans le comité Moa-Mamou. Bon, il est certain qu'une heure, c'est bien peu pour rattraper 500 ans d'histoire coloniale. Donc, cette présentation se veut vraiment un appel à l'engagement à la fois personnel et professionnel de chaque personne à poursuivre ses apprentissages tout au long de la vie. La présentation est enregistrée et ça va me faire plaisir ensuite de la partager, les personnes qui pourront en faire la demande. Elle sera déposée aussi sur le site de la Faculté d'éducation ainsi que sur la nouvelle page autochtone de l'université. Donc, je tiens d'abord à prendre un moment pour reconnaître que le campus principal de l'Université de Sherbrooke est situé sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki, le Ndakina.
on peut d'entrée de jeu là, se poser la question, est-ce que nos étudiantes, est-ce que nos élèves, est-ce que nos collègues savent sur quel territoire ancestral elles se situent? Également, là, des personnes ici présentes dans différents milieux, différentes organisations. Donc, c'est une question qui est importante de se poser. Pourquoi c'est important? Parce que le territoire, comme nous le dit Suzy Obomsawin, qui est vraiment active au sein du comité Moham-Mamou, également, qui est coprésidente du comité institutionnel pour et avec les peuples autochtones. Suzy Obomsawin, c'est la directrice générale adjointe du Conseil des Abénaquis d'Odanak. Elle nous dit que, plusieurs aînés ici nous disent que l'idée de possession ou de cession territoriale, ça n'existe pas dans la plupart ou toutes les langues autochtones. Donc, il faut savoir que les Premières Nations, les Inuits, sont les gardiennes et les protectrices des territoires ancestraux. De reconnaître le territoire ancestral, c'est vraiment un geste de réparation, avant tout, des torts causés par l'histoire et de continuer à le reconnaître. C'est une pratique qui tend à être de plus en plus présente dans les institutions. Comment le faire? Bon, mais c'est certain que ça prend une sensibilité culturelle. Hein. Il faut connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je peux pas faire fi des réalités historiques et contemporaines que je vais essayer de passer assez rapidement pour pouvoir entrer dans les enjeux liés à l'éducation. Toutefois, lorsqu'on a une bonne commence à avoir une meilleure connaissance des réalités autochtones, on peut aussi personnaliser nos formules de reconnaissance territoriale et laisser parler le cœur. C'est ce qui nous est dit. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire, je remercie les gardiennes et les gardiens d'Undakina de me permettre d'y séjourner et je m'engage à y développer des relations harmonieuses. Je vois que... Bonjour Francis Véropol, merci beaucoup de vous joindre à nous du Centre des Premières Nations Nikanité. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, une des premières choses, vraiment, la base, c'est de connaître les nations autochtones, ce qu'on aurait dû apprendre dès l'école primaire et qu'on devrait savoir. Donc, je pense que ça va s'en venir. On peut se demander là, comme question, il y a combien de nations autochtones au Québec? Combien de Premières Nations, la nation Inuit, c'est des choses, il y a des personnes qui me disent « Ah, tout le monde sait ça », mais je m'aperçois dans les différents milieux que je rencontre et côtoie que non, c'est pas chose acquise encore, notamment aussi combien il y a de communautés territoriales et le fait que chaque communauté a sa propre histoire, sa propre culture. Nous parlons donc toujours des cultures autochtones dans toute leur unicité, leur spécificité. Peut-être ici, là, rapidement, vous voyez les couleurs. Je ne sais pas si vous pouvez faire l'exercice chez vous d'une façon plus pédagogique aussi, on pourrait dire là, ici en vert. Là, je ne vois pas la boîte de commentaires, mais je vais vous laisser découvrir sans les nommer toutes les nations ici. Mais je voulais vous montrer, vous aurez le lien dans la présentation ici, une carte qui est à jour réalisée par le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Et à laquelle j'ai contribué là, pour mettre vraiment les noms traditionnels des nations. Les nations tendent à retrouver leurs noms traditionnels, donc ça nous permet de vraiment être à jour. Et plus tard, là, je vais répondre aux questions sur combien de nations et combien de communautés territoriales. Un peu plus loin. Alors, tel que je vous ai dit, je fais un petit tour d'horizon du contexte et des réalités autochtones historiques et contemporaines. Donc, avant tout, sans faire un cours d'histoire, il est important de reconnaître la vérité qui est relative à l'histoire coloniale et à ses répercussions actuelles. La vérité demeure là, que le colonialisme a érigé et perpétré de nombreuses inégalités dans toutes les sphères de la société, que ce soit en santé, en éducation, en justice et en employabilité. Excusez-moi, j'ai un ami qui nous fait de la musique derrière. Alors, il y a un pan de l'histoire qui est invisibilisé, qui a disparu. Il y a eu des tentatives d'effacement, même d'extinction. Donc ici, rapidement, là, des faits saillants de l'histoire des peuples autochtones ici sur le territoire. Alors, à partir de 1637, une mise en réserve. Je n'ai pas parlé du contact. Hein. Dans les livres d'histoire, on parle encore de découverte, mais comme Carey Price nous l'a dit, l'Amérique n'a pas été découverte, elle a été envahie. Donc, on pourrait aussi aller dans ce sens-là. Mais dès 1637, on commence une mise en réserve. Le mot réserve aujourd'hui n'est plus utilisé. On parle de communauté. On connaît l'épisode des pensionnats, près de 150 ans de pensionnats autochtones où 150 000 enfants, les commissions nous disent environ 6 000 enfants qui auraient disparu
à travers cette époque des pensionnats autochtones qui est terminée en 1996 avec le dernier pensionnat à Mastéias, qui est au Québec ici, qui a fermé ses portes. Également, la loi sur les Indiens, l'acte des sauvages, qu'on l'appelait au départ là, de façon très péjorative, qui perdure encore aujourd'hui. Il y a eu des amendements, mais notamment pendant la loi sur les Indiens, avec la loi sur les Indiens, les personnes autochtones qui voulaient faire des études supérieures se voyaient là, privées de leur statut autochtone. Également, les femmes qui mariaient une personne non autochtone devaient renoncer à leur statut. Donc, il y a vraiment des droits qui sont limités. Il y a une volonté d'éliminer par des pratiques barbares, là, la tuberculose, les couvertures contaminées. Je ne fais pas un grand cours d'histoire aujourd'hui, mais je voulais simplement vous amener des faits saillants qui permettent d'être au courant un peu plus et vraiment l'appel à votre engagement, à votre autonomie pour poursuivre ces apprentissages-là et là aujourd'hui. L'ONU, les grandes organisations, les commissions d'enquête qualifient aujourd'hui de génocide culturel et humain. Ce qui est l'histoire des peuples autochtones au Québec. Donc aujourd'hui, ça se répercute en obstacles systémiques. Même jusqu'en 1952, les personnes autochtones devaient renoncer à leur statut. La personne autochtone pouvait être traitée sous tutelle comme un enfant. Donc, il y avait toute cette façon de voir qui était complètement discriminatoire, qu'on essaie de faire changer aujourd'hui. Donc, il y a aussi eu la rafle des années 60, des enfants qui ont été l'enlèvement à grande échelle d'enfants autochtones de leur domicile qui ont été forcés à l'adoption par des familles de classe moyenne au Canada et aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire que les obstacles systémiques se répercutent tant au niveau socio-économique, culturel, linguistique, géographique, socio-affectif. Il y a vraiment un grand nombre d'obstacles qui sont encore présents dans la société et qu'on essaie de contribuer à diminuer. Notamment, là, si j'arrive à l'actualité, c'était très rapide pour l'histoire, mais nous avons vu le drame à l'hôpital de Joliette avec Joyce Echaquan, qui a subi là, du racisme systémique au sein de l'institution de santé. D'ailleurs, ici, Mouchoum Roger Echaquan, aîné de la nation Atikamekw, est présent parmi nous, qui est l'oncle de Joyce. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous, Roger. Ici, nous avons vu l'histoire des enfants autochtones. Je pense que je n'ai pas besoin de le répéter. Certaines personnes là, des milieux autochtones nous disent qu'on serait rendu à 5296 dépouilles retrouvées au Canada. Donc, le chiffre augmente et les fouilles au Québec sont à peine en train de débuter. Ici, un petit tour d'horizon rapide sur les réalités autochtones contemporaines au Québec. Donc, la réponse à la question tout à l'heure un peu. Il y a 10 Premières Nations, une nation inuite, 54 communautés territoriales. Au Québec, il faut savoir qu'il y a que les Atikamekw dont le territoire ne dépasse pas les frontières géopolitiques québécoises. Donc, ce n'est pas la même notion des frontières. On a vu avec la carte Wabanaki au départ, le territoire ancestral de la nation Wabanaki va jusqu'aux États-Unis. Donc, il n'y a pas ces frontières géopolitiques-là qui sont pareilles. Tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, chacune a son histoire, ses traditions, sa langue et sa culture. Il faut savoir également que les populations autochtones représentent moins de 2 % de la population totale du Québec, environ, selon le regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec. Également, plus ou moins 53 % de la population des Premières Nations et Inuits réside de façon permanente en milieu urbain aujourd'hui. Donc, ça teinte plus de la moitié. C'est une population qui va être plus jeune et qui aura des familles plus nombreuses. 50 % de la population autochtone aurait moins de 25 ans. Donc, c'est quand même une grosse différence avec la société allochtone. Également, l'hypermobilité, beaucoup de déménagements, de transitions scolaires en lien avec justement la poursuite d'études postsecondaires, par exemple, qui amènent les familles à sortir de leur communauté pour aller vivre. Et ça peut amener plusieurs obstacles systémiques aussi, on peut bien l'imaginer. Ici, je vous partage un petit tableau en construction et justement, là, les commentaires, les suggestions là, de nos partenaires autochtones et des organisations, c'est en train d'être soumis à l'approbation, mais c'est vraiment un petit projet dans le comité Mohamamou de mettre ensemble, ici, on a tous les noms coloniaux qui étaient donnés là, aux nations autochtones et ici, les noms traditionnels qui tendent à être repris de plus en plus. Leur signification, le territoire ancestral sur lequel ils se retrouvent. Donc, vous pourrez faire l'exercice de trouver peu importe où vous êtes, sur quel territoire ancestral vous êtes, également le nom de la langue. Donc,
ce sera partagé ultérieurement. Là, on ne décortiquera pas le tableau, mais c'est pour montrer un outil tranquillement qui permet de mieux connaître et de rencontrer. Là, ici, Roger Echaquan va voir que je le cite parce que, bon, on se connaît bien. Puis, en discutant de la réconciliation et du fait que c'est un terme galvaudé, et bon, toutes les commissions d'enquête en parlent, mais il y a eu 7 générations brisées par les pensionnats. Roger, qui est un survivant lui-même des pensionnats. Et donc, certaines personnes, dont cet aîné et d'autres personnes autochtones, nous disent que ça va prendre 7 générations avant de refaire ce lien-là pour arriver éventuellement à la réconciliation. Donc, ici, un peu un continuum qu'on pourrait appeler de la décolonisation, sans entrer trop loin là, dans les aspects conceptuels. Donc, il y a une phase de reconnaissance des torts causés. On est à peu près là maintenant en ce moment, pour ensuite s'en aller vers une étape de rapprochement. Et ça demande beaucoup de sensibilité culturelle, d'humilité culturelle pour créer des relations qui sont de confiance et pérennes. Et enfin, entrer dans une phase de réparation des torts causés. Donc, la décolonisation vise à déconstruire. Ensuite, on reconstruit des fondations avec l'inclusion des perspectives autochtones en vue d'arriver à une justice. Et seulement quand il y a justice, il peut y avoir guérison. Et quand il y a guérison, là, on peut penser à l'autodétermination, l'agentivité des peuples autochtones. Donc, c'était juste une représentation schématisée pour aider à comprendre un peu l'ampleur de l'enjeu, cette génération, pour vraiment dire qu'on peut parler de réconciliation. Ici, je vous ai placé également des pièges à éviter qui sont très importants, dont on doit tenir compte et qui seront répétés. Là. Donc, l'idée de ne pas essentialiser les nations. Comme je vous ai dit, elles ont toute leur unicité. Il faut vraiment y aller rencontrer avec beaucoup de sensibilité culturelle, également afin d'éviter la folklorisation. Dans les milieux universitaires, là, beaucoup l'idée d'instrumentalisation. Là, hein? Certains expriment là, que justement, là, c'est vraiment important. C'est pas une liste à cocher, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est pas justement inviter une personne autochtone juste pour inviter une personne autochtone et dire on a rempli ce mandat-là. Là. Donc, l'idée d'instrumentalisation doit vraiment être évitée. Également, l'appropriation culturelle. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous communiquer des outils qui aident à comprendre un peu là, comment ne pas comment ne pas être dans l'appropriation culturelle avec les peuples autochtones et faire en sorte qu'on peut inclure les savoirs, les perspectives dans le respect et la reconnaissance de l'ascendance et de la richesse là, des patrimoines et matrimoines culturels autochtones. Également, l'idée de l'auto-identification qui est très discutée aussi des peuples autochtones, donc s'assurer de la véracité, de l'identité des personnes autochtones avec qui on collabore. Et bon, éviter tous ces pièges-là peuvent s'apparenter à un néocolonialisme qu'on peut éviter. Donc, l'éducation là-dedans. Les rôles de l'éducation. Donc, le juge Murray Sinclair à la commission Vérité et Réconciliation nous a dit « Education is what got us here. Education is what will get us out. » Donc, je pense qu'on peut comprendre que ça passe par l'éducation, que c'est par l'éducation qu'on va réussir. Et ça, c'est vraiment une de nos responsabilités sociales. Il y a toujours aujourd'hui encore un contexte marginalisant. Hein. L'école peut être un véhicule de valeur de la société dominante, on le sait bien. Le monde va être vu à travers une lunette disciplinaire dans des univers cloisonnés. À contrario, des visions autochtones du monde qui prennent en compte l'individu dans sa globalité, incluant à la fois ses capacités mentales, physiques, affectives et spirituelles, relativement à toute chose vivante. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, tenter de ne pas reproduire la culture dominante. Également, une relation pédagogique qui pourrait être hiérarchique. Une aînée nous dit, dans un cercle, tout le monde est à égale distance du centre. Donc, cette idée d'équité de la relation, de réciprocité. Alors, souvent, on voit dans les milieux d'éducation qu'il y aura une absence ou une minimisation des savoirs et des réalités autochtones, une vision qui va être stéréotypée et discriminatoire des communautés. Donc, c'est vraiment important d'être autonome dans notre éducation aussi, tout un chacun, afin d'être en meilleure connaissance de cause. Ici, je vous passe très rapidement, là, il y a eu plusieurs commissions d'enquête qui renforcent l'importance et même l'impératif d'inclure les perspectives autochtones, l'histoire, les méthodes d'enseignement, les connaissances dans la formation à l'enseignement. Donc, la commission Vérité-Réconciliation en 2015, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que la commission VIEN, commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Donc, sans décliner là, les appels à l'action, la prise en compte de l'éducation est très importante.
En 2007, déjà, les Nations unies nous disaient que les peuples autochtones ont droit à ce que l'enseignement scolaire reflète fidèlement la dignité et la diversité de leur culture, de leur tradition, de leur histoire et de leurs aspirations. Elle a été adoptée par le Canada seulement en 2011. Hein. Au début, le Canada n'avait pas signé la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La commission Vérité-Réconciliation, pour comprendre un peu l'idée de décolonisation, c'est une petite partie réalisée par Émilie Deschênes, notre collègue à l'UQAT. Donc, la Commission de Vérité-Réconciliation du Canada suggère de déconstruire les structures et les approches héritées du colonialisme, ce que je vous disais tout à l'heure, afin de rebâtir de nouvelles fondations qui intègrent les connaissances autochtones. Donc là, on est plus dans l'idée d'autochtonisation. Donc, ça aide un peu à comprendre la nuance entre ces concepts qui sont vraiment en mouvance, en développement. Ce sont des nouveaux concepts qui tendent tranquillement à se stabiliser, mais selon aussi le champ d'appartenance, les définitions vont varier. Le Conseil en éducation des Premières Nations, avec plusieurs partenaires autochtones, ont développé un document qui demande d'intégrer une compétence à valoriser et promouvoir les savoirs, les visions du monde et les cultures et l'histoire autochtone. On l'appelait la compétence 15. Vraiment, tous les acteurs du milieu autochtone en éducation se sont mobilisés pour faire ajouter cette compétence-là dans le référentiel professionnel des compétences à l'enseignement. Le nouveau référentiel est sorti à l'automne 2020. Il y a quand même une inclusion. Bon, la compétence 15 n'a pas été retenue telle qu'elle. Toutefois, il y a quand même un ajout qui a été fait. Les enseignants sont des acteurs incontournables de la réconciliation avec les peuples autochtones. Et le ministère de l'Éducation les sollicite pour qu'ils priorisent le renforcement de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel. Donc, c'est donc chose faite, c'est important, c'est maintenant une obligation aussi de tenir compte des réalités autochtones dans les programmes de formation à l'enseignement, ce qui nous concerne principalement aujourd'hui. Suzy Obom-Sawin, que je vous présentais tout à l'heure, je ne pense pas qu'elle est ici, mais je la salue et je la remercie, nous dit là vraiment, il y a une place pour les savoirs ancestraux dans toutes les matières scolaires du programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'est vraiment de trouver cette place-là et de collaborer à faire en sorte que ce soit reconnu de tous. Vous avez probablement entendu parler qu'à l'automne, le 23 novembre, nous avons lancé le plan d'action pour et avec les peuples autochtones. D'ailleurs, Jean-Simon Charlebois-Paradis de la Faculté de droit, qui est coordonnateur aux affaires autochtones, est présent, grandement collaboré à ce plan. Et donc, ici, je me suis amusée à faire l'exercice de mettre en saillance les aspects qui concernent mon mandat en conseillance pédagogique autochtone. Donc, ici, en vert, l'axe 2, action 1. Donc, ici, on voit développer une pédagogie qui inclut les savoirs et les perspectives autochtones dans les activités pédagogiques et soutenir les pratiques inspirantes proposées par les personnes formatrices. Proposer au personnel des ressources sur les réalités autochtones. Soutenir les équipes programmes lors des révisions et des évaluations de programmes pour inclure les perspectives et innovations pédagogiques autochtones. Accroître l'offre de stages en milieu autochtone dans différents domaines d'études. Ce matin, d'ailleurs, je parlais avec les stages coop pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le développement de cet aspect-là. Et l'action 2, bien sûr, c'est presque intégralement la compétence 15 que vous avez vue tout à l'heure. Intégrer la compétence à valoriser, promouvoir les savoirs, la vision du monde, les cultures et l'histoire des Autochtones dans les programmes de formation, notamment en sciences de l'éducation. Alors ici, ça peut vous donner un petit peu une idée là, de ce à quoi je m'affaire et c'est certain que ce sont beaucoup de mandats et qu'on a besoin d'être une grande équipe mobilisée qui collabore aussi. Ici, vous aurez le lien si vous n'avez pas encore vu le plan d'action. Il y a d'autres axes. Ça, c'est ceux sur lesquels je me concentre davantage. Quelques petites diapos sur la posture. Là, je regarde l'heure, là, je suis pas mal dans les temps. Alors, important, là, être une alliée, ça ne se limite pas à cocher des actions. C'est pas une compétition à qui va aussi inclure le plus rapidement parce qu'on a pu sentir ça dans les institutions. Être un allié, c'est vraiment un savoir-être, c'est un engagement. L'humilité culturelle, c'est un processus réflexif qui vise à comprendre nos propres biais et nos propres préjugés culturels ainsi que ceux des systèmes dans lesquels nous évoluons. Ça peut amener un certain sentiment d'inconfort, bien sûr, donc inconfort qui peut être lié, là, dans d'autres présentations, on fait l'exercice, quelles sont les manifestations de l'inconfort? Vous pouvez y penser.
comment je me sens. Donc, souvent, on l'entend de nos étudiants, un sentiment d'incompétence, une honte de sa propre culture, une culpabilité coloniale même, la peur de faire des erreurs, une incompréhension. La posture d'allié, c'est vraiment une façon de se positionner, de pouvoir agir et aider. Ici, il y a une belle trousse pour les alliés aux luttes autochtones. Là, je vous ai mis le lien. C'est vraiment un outil magnifique qui a été développé par Montréal Autochtone, par des jeunes aussi notamment, des aînés de façon intergénérationnelle. Alors, la posture d'allié, c'est vraiment l'engagement. S'engager dans une démarche, ça je vous l'ai dit déjà, tout au long de la vie. L'écoute des membres des Premières Nations inuites. Laisser la place à la souveraineté narrative de leur récit. Laisser la place. Respecter leurs opinions et leurs valeurs sans interférer. L'humilité. Reconnaître ses biens inconscients, accepter son ignorance et faire place à l'autre. La réciprocité. Redonner avec révérence et remercier pour les savoirs transmis. Reconnaître leur expertise. Donc, vraiment des mots-clés sur lesquels de se rappeler, à garder en tête lorsqu'on développe des relations. Par exemple, demander à une personne à quelle nation elle s'identifie plutôt que de nommer la personne « est-ce que tu es autochtone ?» Ça, c'est vraiment une pratique qui va être une pratique dans la posture d'allié. Éviter d'employer des termes qui sont désuets ou péjoratifs comme indien, amérindien, réserve, sauvage, peau rouge. Donc, c'est pas tout le monde qui le sait encore, donc on peut faire des petites maladresses sans le savoir et c'est correct de faire des erreurs là, dans ce grand chemin-là de rapprochement et de réparation, c'est certain. Alléger la lourdeur administrative. Parfois, là, les rouages institutionnels, ça peut être lourd. On veut inviter une personne, on essaie de faciliter cette venue-là là, avec justement en aidant à produire, par exemple, les documents, en accompagnant. Donc, parce que des fois, ça peut être un frein, un obstacle systémique, comme je le mets tout à l'heure. Ici, donc un tableau qui a été un peu inspiré des travaux du Consortium d'animation à la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, le CAPRES, qu'on a continué à développer là, avec l'équipe Mohamamou. J'ai pas mis, je pensais que j'avais mis la référence en bas. La démarche de sécurisation culturelle et sociale. Vous avez sûrement entendu parler de ce concept-là qui aussi, encore une fois, se développe en temps réel. Alors, c'est une démarche de transformation fondée sur le principe de justice sociale. En éducation, plus précisément, elle va viser à assurer un milieu inclusif, sans préjugés et sans discrimination, qui va reconnaître et valoriser les cultures des élèves ou des étudiants ou des membres personnels professionnels autochtones. Donc, ici, j'ai mis des petites phrases là, qui nous aident à comprendre. Souvent, l'inconscience culturelle, là, on l'a rajouté en étape 0. Je considère que les premiers peuples ont à faire comme tout le monde. On en a assez parlé. Ça, on entend ça des fois. Donc, ça nous signifie que la personne est à l'étape de l'inconscience culturelle. Au niveau de la conscience, je reconnais et j'accepte l'existence des différences culturelles des premiers peuples. Ensuite, on entre en sensibilité. Là, je pourrais vous en parler longtemps parce que j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, mais là, j'y vais rapidement et ça va me faire plaisir de poursuivre dans une réalité autochtone 102 au besoin. Alors, sensibilité culturelle, je tiens compte des antécédents et des expériences culturelles des premiers peuples. Je respecte les savoirs et les différences des premiers peuples. Ensuite, on entre en compétences culturelles. Et ça, encore une fois, c'est une approche qui est discutée. Hein. On ne veut pas, justement, j'ai oublié de le dire dans la posture d'allié, mais ce n'est pas la posture du sauveur, c'est vraiment à éviter. Et comme je vous dis, la souveraineté narrative, laisser place à leur récit. Ça, c'est nous ce qu'on peut faire dans les institutions pour faire en sorte là, que les milieux soient plus inclusifs et accueillants. En compétences culturelles, je démontre une capacité à utiliser mes compétences, connaissances et attitudes pour renforcer l'autonomie des premiers peuples. Je suis à l'écoute des réalités et des besoins et j'adapte ma pratique. Vous allez voir qu'en sécurisation culturelle, on est plus au nous. Donc, c'est lorsqu'on atteint là, vraiment l'aspect un peu plus global de l'institution ou de l'organisation. Donc, nous adoptons une approche tenant compte des rapports de pouvoir inhérents au service et reconnaissant les valeurs et les savoirs des premiers peuples. Nous cherchons à contrer les obstacles systémiques rencontrés par les premiers peuples dans notre institution. Nous impliquons les premiers peuples dans l'orientation, l'organisation et l'évaluation des services qui leur sont destinés. Donc, parmi des initiatives en sécurisation culturelle, là, il y a des services d'agents de liaison postsecondaires, il y a des activités culturelles traditionnelles, des personnes ressources autochtones, aînés, experts qui peuvent être là pour justement comme ici, là, tout ce que je vous présente, ça a été soumis à l'approbation de nos partenaires autochtones. On travaille de concert. Moi, je ne suis qu'une courroie de transmission et un vecteur.
Également, je ne l'ai pas nommé, mais je travaille pour des organisations, là, le regroupement des centres d'amitié autochtones. J'ai collaboré avec le Centre des Premières Nations Nikanité comme reporter pour la revue de la persévérance et de la réussite scolaire chez les premiers peuples. Et ces expériences-là ont permis peut-être de tranquillement développer là, ces ancrages-là. Donc, au niveau de pratiques d'inclusion, on parle aussi de politique d'admission, notamment à la faculté de droit, de parcours sur mesure, de suivi personnalisé et de modalités d'évaluation différenciées. Donc, ce sont quelques pratiques. Et là, j'arrive un peu, là, je sais que ça arrive tard, mais je ne pouvais pas faire fi de parler de ça. Et vous allez voir, de toute façon, c'est assez synthétisé. Les fondements de l'apprentissage chez les premiers peuples. Et là, sans vouloir essentialiser ou folkloriser, c'est vraiment des mots-clés qui reviennent dans la plupart des documents qui ont été faits en collaboration avec la plupart des nations. Donc, l'idée que l'apprentissage et l'éducation est perçu comme holistique, tel que je vous ai dit tout à l'heure, qui comporte toutes les dimensions de la personne. Je vais vous montrer un petit graphique par après. La place de l'oralité aussi, je vais y revenir rapidement juste après. Donc, l'oral, c'est le principal vecteur de transmission. Donc, l'apprentissage passe beaucoup par l'oralité. L'idée du concret, de l'expérientiel et de l'ancrage dans le territoire. Donc, on essaie toujours de faire le lien parce que le territoire est vraiment une composante de l'identité culturelle autochtone. Et donc, c'est important de faire référence au territoire dans l'apprentissage. On apprend par, pour et avec le territoire. Il est adaptable selon le lieu, le temps, le contexte. Donc, vraiment, en éducation, on voit beaucoup des situations authentiques, signifiantes. Ça rentre là. Vincent Grenon, le directeur du département d'enseignement préscolaire et primaire, me disait « Ah, c'est tout du gros bon sens. C'est ce qu'on fait. » Je dis « Bien sûr, c'est justement pour ça que ça a perduré à travers les siècles. » L'idée de la place du rêve et des visions, c'est à la fois objectif et subjectif. On laisse la place, l'aspect culturel, artistique, les rêves et les visions vont faire partie de l'univers et de l'apprentissage. Donc, de laisser une place à ça. L'idée de la relation et de la réciprocité, du partage du pouvoir, tel que je le nommais tout à l'heure, est vraiment importante à considérer. L'apprentissage, c'est la relation, c'est le vivre ensemble. S'il n'y a pas une bonne relation, les contenus, ça devient secondaire. Donc, vraiment, dans les pédagogies nouvelles, on parle beaucoup de ça. Pourtant, c'est des pédagogies traditionnelles. L'idée d'intergénérationnalité, la place des aînés, des parents, des oncles, des tantes, des différents acteurs de la communauté pour l'apprentissage. Donc, tout le monde a sa contribution à apporter. Comme dans l'adage, ça prend un village pour élever un enfant, là, ça résonne beaucoup au sein des communautés. Également, l'idée que ça se poursuit tout au long de la vie, dans tous les contextes. Donc, l'apprentissage ne s'arrête pas avec une sanction, un bulletin, un résultat. D'ailleurs, l'idée de performatif et de compétitif aussi va être moins renforcée dans l'univers des pédagogies autochtones. Donc, on ne cherche pas là, à surpasser, c'est surtout que la réussite n'est pas le succès académique. Ce que j'ai entendu de beaucoup d'aînés aussi et de beaucoup d'organisations, la réussite, c'est le mieux-être dans toutes ses dimensions, avec soi, l'autre, le monde naturel, visible et invisible. Donc, pour réussir dans la vie, c'est d'œuvrer à l'équilibre de toutes ces composantes-là. Et non seulement au succès de différentes connaissances plus, je dirais, théoriques ou procédurales. Ici, c'est un outil qu'on a développé, que je vous invite vraiment à aller consulter dans le grand projet collaboratif avec l'Université Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, un guide réflexif, repères et pistes d'action pour l'inclusion des perspectives, savoirs et réalités autochtones dans la formation à l'enseignement. Plusieurs personnes autochtones, notamment le Conseil en éducation des Premières Nations, est intervenu là, dans le processus pour valider, pour nous aider, pour nous inspirer. Donc, ici, l'idée à retenir, là, sans faire le tour de la roue, c'est qu'à l'Est, on aurait davantage l'idée des savoirs. Ici, on l'a commencé par le Nord parce que c'est vraiment le savoir-être. Donc, reconnaître ses propres biais culturels, ce que je vous nommais tout à l'heure, vous allez reconnaître. Ensuite, au niveau des savoirs, c'est valoriser et promouvoir les perspectives savoir et culture autochtones. Donc, la compétence 15, là, elle se situerait là. Ensuite, les savoir-faire, accompagner les étudiantes, accompagner les gens vers l'inclusion avec des méthodes pédagogiques, des façons de faire. Donc, tout ce qui est aussi le lien avec le territoire que je vous nommais tout à l'heure, l'apprentissage expérientiel, il est ici.
Et finalement, je dirais, là, ce qui est très important, le savoir vivre ensemble. Donc, tout l'aspect qui est émotionnel, développer des relations respectueuses et sensibles. Sensibiliser aussi les milieux universitaires. Donc, ici, on fait le tour de cette roue-là à l'est, au sud, à l'ouest, au nord. Et bon, on a les 11 nations ici qui sont représentées autour et différents ancrages là, qui sont importants dans les pédagogies autochtones, notamment la place des langues autochtones. Ça, on pourrait développer aussi très longtemps là-dessus. D'ailleurs, je vous le dis immédiatement, nous avons développé des diaporamas commentés. C'est presque terminé sur l'inclusion dans les différentes didactiques. Donc, didactique des langues, didactique des sciences et technologies, didactique de l'univers social et didactique des mathématiques, afin d'accompagner les personnes formatrices et dans l'inclusion d'une façon à travers une recension d'écrits très exhaustifs. Ça fait près de 3 ans qu'on travaille à cela. Là, ça s'en vient prochainement. Je vous disais que l'oralité, et j'ai presque terminé avec ça, a un rôle essentiel pour garder vivantes les savoirs et les pratiques traditionnelles. C'est un outil qui est aussi de décolonisation, l'oralité, qui permet de mettre en lumière l'histoire occultée en écoutant les récits. Donc, ce sont des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire qui sont transmis de génération en génération, recréés en permanence par les communautés en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire. La relation au territoire fait partie des mythes fondateurs et des cosmovisions de la plupart des nations. Elle est au cœur de l'identité culturelle et nous n'appartenons pas à la Terre, nous sommes des gardiens de la Terre, donc rôle de protection de la Terre-mère, c'est très important dans la plupart des cosmovisions. L'apprentissage dans le territoire est tel que je l'ai nommé la place des aînés qui sont perçus comme les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels, qui ont un rôle décisionnel, une place très respectée au sein des nations. La notion de révérence. Juste en passant, si une personne autochtone que vous invitez, redonner des cadeaux, préparer des offrandes, on reçoit, donc il faut vraiment, ça c'est une belle façon de développer une relation, de redonner à notre tour. Et cette idée d'interaction entre les aînés et les enfants. Donc ici, je voulais juste vous donner vous pourrez aller le voir, le guide Mikinak qui a été produit par le CEPN en 2015, ça fait déjà 7 ans, qui nous donne vraiment des mots-clés sur les styles d'apprentissage qui pourraient correspondre à l'univers de l'éducation autochtone. Donc, observation plutôt qu'imitation, petit groupe plutôt qu'environnement compétitif. On va voir par le mouvement, la manipulation, tout le tâtonnement expérimental qu'on connaît dans nos approches, concret en opposition à abstrait, par essai et rétroaction au lieu de essai et erreur. Juste changer des fois le vocabulaire, la façon de voir, apprentissage visuel, spatial, l'importance de l'image et de la métaphore dans les images, quand on parlait de rêve, justement, d'amener de l'imagerie. Ensuite, l'apprentissage spontané et intuitif, saisir les occasions, notamment avec le récit de vie, saisir les occasions de partager une histoire qui va permettre d'amener un contenu. Donc, d'être toujours intuitif et spontané. Et l'apprentissage holistique que je vous ai déjà présenté. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On pense les disciplines de façon circulaire au lieu de les penser de façon cloisonnée en silos. Donc, ce sont les différents diaporamas que nous sommes à développer, auxquels vous pourrez avoir accès très prochainement, qui seront en libre accès pour l'ensemble des personnes formatrices. Donc, autour de ces univers-là, pour le penser de façon globale et voir comment on peut créer de l'interdisciplinarité, de la connexion entre les différents domaines. Ça, c'est ma dernière, promis. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif. Je ne sais pas pourquoi la droite apparaît avant la gauche. Là. Contexte d'apprentissage multiple, place de l'oralité. Là, ça cible un peu plus dans les différentes didactiques. Visite de lieux culturels et naturels, ça peut être des bonnes façons. Visionnement de documentaires, écoute de chansons et de balados. Beaucoup de personnes autochtones nous disent tout est là, il y a plein de matériel disponible, allez vous éduquer, faites vos recherches, soyez autonomes, puis venez nous revoir quand vous allez avoir une bonne connaissance. C'est du sens où on n'a pas à demander aux personnes autochtones de venir faire de l'éducation de ce type-là. Des savoirs culturels, artistiques et scientifiques. Rencontre de personnes aînées, je pense que je l'ai assez renforcé. Apprentissage expérientiel en relation avec l'environnement. Et je récapitule une posture réflexive et d'humilité culturelle. La sensibilisation des personnes formatrices et des étudiantes aux réalités autochtones, historiques et contemporaines. Ce que je viens de faire
en accéléré un peu. Partage de leurs histoires, récits et expériences. Présentation de ressources pédagogiques autochtones, en vérifiant leurs sources. On a d'ailleurs un outil d'analyse d'œuvres autochtones, donc avec des critères qui sera aussi prochainement disponible. Employer des contenus pédagogiques qui valorisent les cultures autochtones, des situations d'apprentissage qui sont concrètes. Et je vous laisse avec un autre petit tableau avec des expressions de base, hein, parce que s'adresser dans la langue de la personne, montrer un intérêt, de vouloir connaître, de vouloir aller vers ça peut être vraiment une pratique qui est encouragée. Donc ici, je vous ai mis, et ça aussi c'est en construction, bien sûr, encore, un petit tableau qui regroupe des principales expressions, bonjour, comment ça va, au revoir, merci, selon les personnes avec qui vous collaborez, vous développez des relations. Alors, nous avons une page du comité Mohamamou sur le site institutionnel que je vous invite à consulter pour voir nos activités et la suite de l'aventure. Et également l'Université Laval sur laquelle de nombreuses ressources, notamment un répertoire fabuleux en ligne de toutes les ressources autochtones qui ont été recensées dans 3 ans de recherche de plusieurs équipes concertées. Alors, vraiment des outils incontournables que vous pourrez consulter. Et merci à celles et ceux qui y ont collaboré. Et voici mon merci dans toutes les langues. Donc, vraiment, là, gratitude pour votre attention. Puis, j'espère que ça aura pu vous apporter quelques petits éclairages. Puis, je pourrais faire place aux questions. Bon, on arrive, Patriciane, à 13h. On a rempli le mandat d'une 60aine de minutes d'une rencontre formation et culture autour des perspectives autochtones, réalité autochtone 101, comme tu l'annonçais d'entrée de jeu dans l'invitation à cette rencontre. On aura assurément besoin du cours 102, 103. Hein, vraiment, tu as mis la table, je trouve, pour la suite des choses. Si j'ai bien compris, les outils qui sont en développement aussi, le Patriciane, on va pouvoir y avoir accès sur le site à la fois facultaire et sur d'autres sites là, de vos différents partenaires. La rencontre d'aujourd'hui va être rapidement disponible aussi sur le site facultaire des perspectives autochtones, mais éventuellement même sur un site qui va regrouper différentes rencontres sous la forme un peu semblable de ce midi rencontre-ci. Donc, je te remercie franchement beaucoup. J'invite les gens aussi, s'ils souhaitent communiquer avec toi, à t'écrire, hein, carrément par courriel à ton adresse à la faculté. Et tu pourras assurer différents suivis en fonction des demandes qui vont sortir de là. Tout à fait. Je vais l'écrire dans la boîte de discussion, mon courriel, parce que là, je ne partage plus l'écran. Je voulais juste nommer là, que mon collègue Jean-Simon, veux-tu prendre une petite seconde pour le dire? Oui, je peux faire ça. Merci de me prêter la parole. Très bientôt, j'ai mis dans la boîte de conversation, là, on a une semaine avec diverses activités, là, dont la projection du film, du documentaire Minokin. Il va y avoir des personnes là, qui ont participé au film, dont le juge Jacques Ladouceur, des anciens diplômés de la faculté de droit, dont Alexis Wawanoloat, Eva Ottawa aussi qui va être là. Ensuite, on a une conférence là, sur les commissions d'enquête avec Maître Geneviève Richard là, qui était aux premières loges là, des commissions d'enquête. On a aussi une activité, là, le film Bootleggers qui va être diffusé. Samian, qui est comédien dans le film, va se joindre à nous avec Caroline Monet pour une discussion. Ça va être super intéressant. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site de la faculté. Ça va être dans le Faire savoir cette semaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Patriciane. Oui, merci beaucoup, Patriciane. Merci aussi, Jean-Simon, pour ton dynamisme à la faculté de droit. Puis, tu nous aides beaucoup en éducation. C'est très aidant. Donc, merci à tous. Bonne fin de semaine. Bon froid. Et à bientôt. Merci. Au revoir.